Ok, bienvenue à la table ronde. C'est la première table ronde. En fait, nous attendons encore Mireille, Tracy Robert et Christian Lugang. Et les deux en retard, mais on va juste commencer. Ils peuvent nous rejoindre après. Et donc l'idée de table ronde, c'est double. C'est premièrement de réfléchir à la situation actuelle en Belgique, en matière de restitution évidemment. Et deuxièmement, réfléchir aussi sur les idées qui sous-tendent souvent la discussion concernant l'institution. Et également celles qui sont présentes ici dans la conférence. Et donc, tout d'abord, je tenais à vous remercier évidemment d'avoir accepté de participer à la table ronde. Et nous avons environ 1 heure pour la table ronde, et donc je suggère que je commence brièvement avec une introduction de chaque intervenant et que chacun d'entre vous présente d'abord une courte position de 5 à 8 minutes sur le problème de l'institution en Belgique. Donc, je vais également déjà présenter Mireille et Christian. Alors Mireille, elle est la créatrice et la dirigeante de Bamko Grand. C'est une organisation afroféministe qui a mis la question de la restitution à l'ordre du jour ici en Belgique et qui est vraiment au centre du débat. Et je suis sûre qu'elle sera vous éclairer sur le travail accompli par Bamko Grand déjà jusqu'à présent et sur l'évolution de la quête de restitution en Belgique. Voici, c'est Anne-Marie Mpoma et elle aime se présenter comme artiviste. Et en tant que commissaire indépendante, elle dirige actuellement une exposition dans sa nouvelle galerie, c'est Watsi Art Gallery, à Café Congo, à Bruxelles. Et elle est également membre de Bamko Grand et aussi ancien membre de G6, un groupe d'experts consultés par le Musée royal de l'Afrique centrale au cours du processus de rénovation. À ma gauche, c'est Michel Bouffiou. Et il est journaliste indépendante qui écrit entre autres pour Paris Match et qui est spécialiste surtout dans les collections coloniales en Belgique, notamment au musée de Tervuren, et aussi dans la question de l'institution en Belgique. Et ses écrits ont beaucoup aidé à ouvrir le débat en Belgique sur la restitution. Et finalement, Christian Lugang, qui va venir après, il est militant décolonial et anti-impérialiste et responsable de Intal Congo à Bruxelles. Et Intal Congo, c'est une organisation belge décoloniale et anti-impérialiste, solidaire de la lutte du peuple congolais pour la souveraineté. Et il a étudié la sociologie et sciences politiques. Et donc d'abord, j'aimerais demander aux membres de la table ronde de juste dire un petit mot sur ce que la restitution veut dire pour vous-même. Parce que cette journée, nous avons entendu plusieurs notions, la notion de co-création dans le papier de Jean-Claude Malitano, la notion de retour dans le rapport du Pays-Bas, la notion de coopération dans le papier de Placide Momambele. Et donc c'est donc clair que la notion de restitution peut être définie différemment. Donc oui, j'aimerais commencer avec ça. C'est quoi la restitution pour vous-même? Merci de m'avoir invité aujourd'hui et de me donner la parole. Pour moi, la restitution, je me situe vraiment, je ne suis pas une chercheuse, j'ai un master en histoire de l'art et j'organise des expositions dans l'art contemporain avec des artistes africains et afrodescendants. Pour moi, la question de la restitution, c'est vraiment une question de restituer le pouvoir, et le fait que des Africains se lèvent un matin et disent « rendez-nous notre patrimoine », c'est une manière de reprendre le pouvoir dans une relation où on est systématiquement dominé. Et j'ai presque envie de dire qu'une fois que j'ai dit ça, tout est dit, dans le sens où c'est simplement, je ne suis pas du tout, j'ai pas assisté à la présentation de Placide Momambele. Je ne le connais pas, mais moi cette question de la coopération, c'est un point de vue que je ne partage absolument pas. La coopération, c'est vraiment rester dans la ligne droite du colonialisme. C'est-à-dire que le musée
c'est un musée qui a été créé. Il est présenté donc aujourd'hui et il est vu comme un musée qui a été créé par Mobutu Sese Seko, donc qui est le président au Congo qui s'appelait Zaïre depuis 1965, mais on sait bien que c'était en fait une manière pour les Belges de faire taire les vérités, les demandes de restitution du patrimoine. C'était, nous, on va vous aider à. Et donc, ce musée qui existe depuis quand même un certain nombre d'années a prouvé son incapacité à remplir ses besoins. Donc, si on doit parler de coopération, pour moi, c'est un discours vraiment avec lequel je n'adhère absolument pas. La restitution, ça ne veut pas dire qu'on vide les musées de Belgique, parce que c'est vrai qu'on s'attaque toujours, ou on vise toujours le musée royal de Tervuren, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi le MAS à Anvers, il y a aussi le musée de Namur, même si c'est un tout petit musée, une plus petite institution. Il y a aussi la question de toutes les collections privées. Quand on parle de notions plus juridiques, quand on parle de notions de recettes et de choses comme ça, à un moment, il faudra aussi adresser toutes ces questions-là. Mais l'idée n'est pas de venir dire du jour au lendemain, on va tout vider et puis on va rien faire de ces collections. L'idée, c'est vraiment de simplement se remettre comme acteur dans ce débat, comme personne vraiment active, et de dire, aujourd'hui, on s'assoit autour de la table et on négocie un retour de ces œuvres, la récupération d'un titre de propriété, et on arrête de devoir venir nous dire que on arrête de dire aux Congolais qui sont sur le continent en Afrique que s'ils veulent avoir accès à leur patrimoine, ils doivent venir en Belgique ou alors ils doivent se contenter de photographies ou de vidéos de manière interactive. Je pense que les Belges, il faudrait plutôt faire l'inverse. Il faudrait renvoyer le patrimoine au Congo, ça me paraît tellement logique, et que les Belges ici et les afro-descendants puissent avoir accès à ce patrimoine de manière virtuelle. Et alors, la deuxième question qui est adressée, c'est aussi, j'ai commencé par ça, mais c'est la question de pouvoir qui doit complètement, ce rapport-là doit complètement être inversé. Et donc, si on veut inverser ce pouvoir, on doit pouvoir parler et de restitution et de réparation, bien sûr, par la suite. Ok, merci. Michel? Oui, alors je ne vais pas ici vous raconter un certain nombre d'articles que j'ai écrits ces derniers mois sur des objets bien précis qui se trouvent au musée de Tervuren et qui ne sont pas présentés toujours de manière très complète pour que le visiteur du musée puisse comprendre l'histoire de ces objets. Donc ça, je renvoie à mes papiers pour des cas concrets. Et donc, on m'a demandé de parler pendant 8 minutes. Donc j'ai fait un texte que je vais vous dire qui dure exactement 8 minutes. C'est un texte sans prétention que j'ai écrit ce matin. Alors, certains de nos ancêtres se sont crus autorisés à se rendre sur des terres lointaines pour s'en emparer. Ils ont pris des territoires, ils ont pris des vies, ils ont pris des ressources naturelles et ils ont pris d'innombrables objets, que ce soit pour les vendre en Europe, pour les conserver comme des trophées dans des collections familiales, des collections privées, ou encore pour qu'ils rejoignent les collections de musées tels que celui de Tervuren en Belgique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, à raison, nous regardons cette époque de conquête coloniale, nos ancêtres, avec un œil critique. Mais dans le même temps, on expose encore dans des musées occidentaux, et notamment à Tervuren, des parts du butin colonial. Certains objets qui ont été volés, parfois, dans des circonstances d'une violence inouïe. Je l'ai décrit dans plusieurs articles. Je vous renvoie, par exemple, à l'article qui explique la véritable histoire de cet objet qui est présenté en couverture du catalogue de la première grande exposition temporaire après la réouverture du musée. On parle d'objets merveilleux. Cet objet merveilleux fait partie d'un certain nombre d'objets qui ont été acquis
au travers de pillage, il n'y a pas d'autre mot, et de faits très violents. J'ai fait des articles sur des statuettes de Lusinga également, collectées par Stones, etc. Donc, je vous renvoie à ces articles, je ne vais pas donner les détails, plutôt vous donner une réflexion que je me fais parfois. Je me dis, je me demande, ce que diront de nous les femmes et les hommes du XXIe siècle, ceux qui nous succéderont. Que diront-ils d'une société qui réalise des événements et des expositions d'objets qui, pour certains, viennent tout droit du temps des ténèbres, pour reprendre le titre d'un roman célèbre? Parleront-ils d'un manque de clairvoyance ou parleront-ils d'une forme de cynisme? Alors d'évidence, les lignes bougent en Belgique, le débat sur la restitution des objets mal acquis est en train de poindre petit à petit, mais avec retard par rapport à bien d'autres pays. Ce colloque est la manifestation évidente qu'il y a quelque chose qui bouge tout de même, mais on ne peut s'empêcher de constater que le débat reste encore limité à certaines sphères intellectuelles et qu'il interpelle surtout le musée de Tervuren, bien entendu, le musée des sciences naturelles, où se trouve une collection de restes humains, dont 239 crânes, des squelettes entiers, etc., qui proviennent d'une ancienne collection du musée du Congo. On a parlé tout à l'heure de restes humains en France, il y a cette problématique-là, évidemment, en Belgique également. C'est une problématique qui intéresse très fort, évidemment, aussi cette question de la restitution des marchands d'art, et évidemment les militants de la diaspora congolaise en Belgique. Alors la mobilisation du monde politique belge reste limitée aux initiatives de quelques parlementaires, tandis que la presse et l'opinion ne sont guère plus impliquées dans ce débat. Pour ce qui est de la position congolaise, je pense que Mireille pourrait l'exprimer du gouvernement congolais, donc je vais ne rien dire là-dessus pour l'instant. Alors je profiterai de ces quelques minutes de temps de parole pour faire part d'une conviction profonde. C'est que les objets qui se trouvent dans les collections du musée de Tervuren nous offrent une magnifique opportunité. Et une opportunité qu'ils conserveront encore si certains d'entre eux devaient être un jour restitués et que l'on en garderait par exemple des copies ou bien si on envisage un transfert de propriété. Donc la question n'est pas la possession d'objets, la question est ce que l'objet peut nous raconter et doit nous raconter sur notre histoire. Cette opportunité, donc, c'est qu'il nous offre la possibilité d'une autre restitution, une restitution essentielle, autant pour les Congolais que pour les Belges, la restitution de l'histoire coloniale, dont les grandes lignes restent ignorées d'une grande majorité de la population. Je veux dire par là qu'il y a un savoir conséquent qui existe sur cette période. Il y a des historiens, des scientifiques qui connaissent beaucoup de choses là-dessus, qui publient, etc. Et je pense qu'au niveau du grand public, il y a encore un effort considérable à faire pour l'information. Et c'est justement pour ça que les objets sont intéressants, car les processus d'acquisition de ces objets nous donnent beaucoup d'informations sur le processus de violence, sur les rapports de force, sur ce que fut l'emprise coloniale, mais aussi sur ce que furent les réactions des populations africaines qui y furent confrontées. Les enquêtes que j'ai réalisées démontrent que le musée de Tervuren, malgré un certain discours novateur, ne saisit pas cette opportunité comme il se doit. Les présentations des objets gardent des accents qui sont principalement ethnographiques, voire esthétiques. Je vous renvoie à cet égard au catalogue ici de l'exposition qui pour moi, que je vous ai montré il y a un instant, qui pour moi a été une source de plusieurs articles et de comparer peut-être ce qui est dit dans ce catalogue et tout ce qui peut être dit quand on promet les objets véritablement dans leur contexte historique. Au travers de différents articles parus et à paraître, j'affirme qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mal-dits
dans ce catalogue et sur les étiquettes qui se trouvent à côté des objets présentés dans le musée. J'ai lu des textes où des butins privés sont présentés par des auteurs appartenant au musée ou par le musée lui-même comme des trophées de guerre. Des textes où des vols sont qualifiés de découverte ou de récupération. Je n'invente rien, c'est un catalogue. J'ai constaté que des pans entiers de l'histoire difficile de certains objets présentés aux visiteurs ne sont pas racontés à ces mêmes visiteurs du musée. Qu'il y a un silence qui est à mon avis très critiquable également sur l'histoire de certains donateurs du musée qui sont problématiques. Et je trouve que c'est là une formidable occasion manquée pour le musée et pour la société, car à mon sens, une restitution de l'histoire des objets permettrait de comprendre les tenants et les aboutissants du débat général sur la restitution. À mon sens, le musée est une institution scientifique, fédérale, qui ne peut se contenter de montrer des objets merveilleux, c'est le titre de l'exposition, en se gargarisant seulement de considérations esthétiques et ethnographiques. Faire fi du contexte d'acquisition problématique de certains objets, ce n'est pas seulement mettre à distance une incontestable violence des crimes qui ont été commis pour que ces objets soient là. Il s'agit aussi d'un manque de respect à l'égard de ceux à qui on a pris ces objets, à qui on a volé ces objets, des gens qui ont été pillés, à qui on a arraché ces objets, ou qui ont dû les donner dans le cadre de transactions avec un rapport de force illégal. Ne pas dire l'histoire d'un objet volé, ne pas dire qu'il est le fruit d'un pillage, que l'on a tué pour le prendre, même si depuis longtemps les traces de sang ont été effacées, ce n'est pas que mentir par omission à l'endroit du visiteur du musée. Je dirais que c'est quelque chose, une attitude qui relève de l'indécence. Pour résumer, au-delà de la question de la conservation d'objets, il y a donc la question de savoir ce qu'on en dit et ce que l'on n'en dit pas. On est presque terminé. Ne pas dire le contexte historique qui entoure l'histoire de l'acquisition d'un objet problématique, c'est refuser d'avoir un regard critique sur cette histoire. Pour le dire d'une manière peut-être un peu carrée, ne pas dire le crime qui entoure l'histoire d'un objet que l'on montre à un public qui paye un billet d'entrée pour le regarder, c'est poursuivre le crime. Le fait d'en tirer profit, c'est d'être complice du crime. Si l'on connaissait les vraies histoires des acquisitions de tous les objets problématiques de Tervuren, il y aurait des débats sur l'existence même de telles collections muséales. Et forcément, le débat sur la restitution avancerait plus vite. Ne pas faire cette transparence, c'est ralentir le débat. Je termine par un souhait. Ce serait formidable qu'en sortant du musée, les écoliers aient vu des objets qui leur racontent une histoire vraie, celle des violences et de l'oppression inhérente au système colonial, qu'à partir de là, ils entrevoient comment cette histoire a été et est encore constitutif des préjugés dans notre société. En d'autres termes, le musée de Tervuren, créé à l'origine pour promouvoir l'idéologie coloniale, devienne un outil véritable de décolonisation des esprits, et je dirais un outil de lutte contre le racisme. Merci Michel. Vous voulez déjà réagir ou vous avez des réactions, des remarques que vous voulez partager par rapport... juste, je trouve que la fin sur le musée de Tervuren dans le sens où c'est effectivement un peu comme ça qu'on essaie de nous présenter aujourd'hui, c'est comme ça qu'on présente le service d'éducation, dont c'est la mission finalement de rendre ce musée, de transformer ce musée en outil de décolonisation des mentalités, mais ça ne marche absolument pas. Déjà, pour moi, c'est impossible d'arriver dans ce musée, ne serait-ce que parce qu'on arrive en voiture ou en tram
On a cette avenue qui part du musée du cinquantenaire, c'est ce colonialisme qui est ancré dans l'architecture, qui rend l'arrivée au musée, il y a une sorte de climax comme ça, c'est vraiment, on a passé toutes les grandes avenues, toutes les allées, toutes les grandes maisons, toutes les villas, et puis le climax, après la petite classe avec la fontaine, avec des crocodiles et des machins, on arrive au musée qui est absolument grandiose, d'autant plus après la rénovation. Donc ça c'est en fait. Et donc quand on parle des enfants, les enfants ils sont comme nous, hein. De toute façon les images parlent et marquent beaucoup plus que 120 000 discours. Donc une fois qu'on arrive là-bas, quand bien même il y a des musées, il y a des guides afro-descendants qui font partie de l'équipe, le contenu des visites est vraiment là aussi tout à fait à revoir, dans le sens où si tu tombes sur un bon guide qui a envie de transmettre un message de décolonisation, alors tu ressors de la visite avec un message de décolonisation, mais il y a des guides qui sont au musée depuis très longtemps et qui ne sont pas du tout favorables aux idées de décolonisation et qui ne se gênent pas pour le faire transparaître dans leur message. Donc, même le changement qu'on veut, qu'on essaie de mettre en place, il n'est pas facile parce que le musée c'est une institution fédérale, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc on ne peut pas renvoyer des personnes qui sont nommées et qui ont leur poste. Donc il faut attendre qu'elles partent en retraite. Donc tout ça fait que voilà, juste pour répondre à cette question, à cette dernière remarque, moi j'y crois absolument pas à la décolonisation de ce musée. Je pense que c'est une tâche tout à fait improbable. Malheureusement, c'est un fait. Alors, quelle suite ou quel avenir pour ce musée? J'ai envie de dire que c'est plus tellement mon problème. Moi, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'avenir des communautés africaines en Belgique. Et donc, les responsables du musée s'occupent de leur musée et que nous, on s'occupe de nos communautés, dans le sens où le mariage s'est avéré impossible. Le mariage s'est avéré infructueux, le divorce a été consommé, donc maintenant, comment on fait pour tracer nos chemins et que chacun puisse se développer de son côté. Mais quand tu dis ça, tu fais allusion à ta participation au G6. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si les gens savent ça. Ah oui, alors donc c'est vrai que dans la communication effectivement du musée, on a aussi souvent dit que présenter les choses en disant que les diasporas africaines avaient été associées au processus de rénovation du musée. Comment dire, déjà, je reviens vraiment de plus en plus à cette idée de token, d'un peu de noir de service qu'on prend, qu'on met en avant en disant mais regardez, ils ont participé. C'est pas parce qu'une personne participe, ou même 5 ou 10, que ça représente tous les différents points de vue des personnes qui vivent, des Congolais ou des Africains qui vivent en Belgique ou de ceux qui sont sur le continent. Donc, bon, déjà ça c'est problématique, mais même dans ce processus-là, en 2003, le COMRAFT, qui est un comité, un organe de comité consultatif entre le musée et des différentes associations africaines, a été créé. Et ils ont eu des réunions pendant plusieurs années, des réunions au cours desquelles le COMRAFT pouvait donner un avis consultatif sur différentes choses qui se passaient au musée. Mais Bangui, peut-être dans la salle, pourra peut-être nous corriger ou développer en tout cas le rôle du COMRAFT. Ce qu'il faut savoir en tout cas sur le COMRAFT, c'est que on a beau le présenter comme un organe représentatif des communautés africaines ou des associations africaines, c'est pas le cas. C'est un comité consultatif, c'est-à-dire que dans le COMRAFT siègent autant des personnes du musée que des personnes des communautés africaines. Ce qui fait, moi j'ai déjà assisté à quelques réunions, qu'on le veuille ou non, il y a un rapport de pouvoir qui s'installe parce que des personnes qui ont des associations africaines qui espèrent peut-être quelque part un jour avoir
un petit contrat avec le musée pour un projet, un petit subside par-ci par-là, vont généralement éviter de dire des choses qui fâchent. Donc ça c'est un constat, enfin voilà, il y a plus d'intérêt si je puis dire, puisque donc au niveau de la manière dont les réunions se sont parfois passées, de ce que moi, voilà, de mon expérience en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas toujours équitable. Et en 2013-2014, le Comraf a estimé que pour pouvoir, donc le processus de rénovation du musée aussi, donc avait commencé, en tout cas avait commencé au niveau des réunions et du travail de fond en 2003. Et ensuite, fin 2013 ou 2014, le musée ferme ses portes pour la véritable rénovation. Et à ce moment-là, au niveau du Comraf, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'avoir le soutien ou l'aide, l'apport d'experts, de personnes plus expertes en termes donc pas seulement sur la culture africaine en général, mais sur des questions de muséographie, d'histoire de l'art ou des choses comme ça. Donc il y a eu un appel qui a été lancé et différentes personnes ont répondu. Donc il y avait Thomas Modiba, Ayoko Mensah, Emeline, et bien sûr Billy Kalonji, je crois, et Gracia Kongo, qui sont voilà, différents experts, c'est eux qui ont été sélectionnés pour ce rôle. Et dès le départ, moi j'aime bien toujours reprendre le film de Mathias, parce que Mathias De Groof est un cinéaste qui a eu l'occasion de suivre quelques réunions. Et dans son film, dont j'ai oublié le titre, Palimpseste. Oui, Palimpseste, on voit il a filmé, enfin il présente un extrait de une des premières réunions, voire la première réunion qui a eu lieu avec le groupe D6 au musée. Et il y a un moment où on pose une question et je ne sais plus quelle était exactement cette question, ça fait longtemps que je l'ai vue, mais toujours est-il que tout à coup il y a un silence aux côtés des personnes du musée qui disent « Ah, on ne s'attendait pas à ça ». Donc en fait, on ne s'attendait pas à ce que vous posiez des questions, on ne s'attendait pas à ce que vous réagissiez. Et on s'attendait plutôt à ce que vous continuiez à faire comme on a l'habitude de faire lors de réunions avec des Africains ou des Afro-descendants. Vous dites oui gentiment à tout et puis on continue notre chemin et on valide en disant que vous avez participé au groupe. Donc, et ça c'est un processus qui s'est un petit peu répété pendant voilà, Quand on met ça en parallèle avec ce que ne dit pas le musée dans la présentation des objets, ça va ensemble. Peut-être on peut dire bienvenue à Mireille qui vient d'arriver. Bonjour tout le monde, excusez-moi du retard, on a eu des embouteillages. Peut-être voulez-vous juste présenter BAMCO au public, parce que c'est un public international et pas tout le monde sait ce que BAMCO fait, et surtout sur la stratégie pour effectuer les restitutions en Belgique et comment le travail se passe. Alors oui, BAMCO Cran Vézetoué, puisque est une association de femmes qui travaillent sur les questions d'antiracisme et de féminisme. Et on se donne les moyens régulièrement de faire une campagne antiraciste. Il y a par exemple eu la campagne pour une place Lumumba à Bruxelles, que l'on a obtenue sur la commune de Bruxelles. Et maintenant, on s'était lancé dans une campagne pour la restitution, inspirée et motivée par, d'une part, les recherches de Michel Bouffiou, ici présent, et d'autre part, par le travail du CRAN et de l'État de la diaspora africaine via Georgetta en France. Et on a lancé une campagne de 6 mois qui se voulait être politique et médiatique, avec plusieurs objectifs, dont les principaux étaient
que le public belge sache ce que c'est que la restitution. Donc avant cette campagne, les gens ne savaient pas trop ce que c'était que la restitution, en tout cas du côté bruxellois du pays. Et donc on a tapé là-dessus. Et le deuxième objectif principal de cette campagne était d'obtenir une résolution au niveau du Parlement qui ouvre la voie à des restitutions. Et donc, la campagne a été une belle réussite parce que non seulement on a pu démocratiser ce terme restitution, mais en plus, on a pu obtenir une résolution parlementaire qui demande notamment à ce qu'on constitue un groupe de travail tripartite, donc des personnes issues de la diaspora. Ça a été très difficile à obtenir. Des personnes venant d'Afrique et spécifiquement du Congo, Rwanda et Burundi, et comme on dit parfois vulgairement, des Belges. Et donc, ils auront pour mission de mettre en œuvre le recensement, l'inventaire des pièces qui ont été acquises de façon illégale, notamment suite à des massacres, et de réfléchir et de proposer des voies et moyens de restitution en tenant compte du fait que lorsqu'on parle de restitution, on ne parle pas seulement du retour, du déplacement physique pur et simple des objets. Voilà, donc cette campagne est loin d'être finie, donc il y a eu un changement au niveau politique qui a un petit peu ralenti les choses. On a attendu que les nouveaux s'installent et maintenant on va repartir dans une seconde phase de campagne qui devrait durer à peu près 4 à 6 mois aussi et qui visera principalement l'implémentation de ce qui a été signé dans cette résolution. Merci. Je vais vous demander une question que j'ai aussi demandée aux autres personnes ici, parce que nous avons déjà entendu plusieurs définitions de restitution aujourd'hui. Et donc, je voulais juste vous dire, c'est quoi exactement pour vous la restitution, parce que c'est un terme qui peut être assez vague, assez... Oui, nous on a pris le parti de ne pas définir la restitution. On est des généralistes, donc hier on a fait une campagne pour la place Lumumba, demain on fait sur la restitution et après-demain on fera sur autre chose. Donc on est des généralistes et à chaque fois on s'entoure de spécialistes, comme l'avocat Christophe Marchand, qui lui va plus loin lorsqu'il parle de recel d'objets volés, de blanchiment aussi d'objets volés. Et donc pour nous la restitution, c'est une restitution qui peut être financière, donc par rapport aux revenus que génèrent les objets qui sont exposés illégalement, mais pas que. C'est une restitution qui peut être aussi physique, donc il faut bien sûr garantir les conditions de protection, de préservation et tout ça, mais ça peut être physique, mais c'est donc un déplacement de l'objet. Mais ça peut être aussi, et ça doit surtout être, en tout premier lieu, la restitution du droit de propriété. Pour nous, ça commence par là. C'est-à-dire qu'il faut établir que ces objets n'appartiennent ni au musée, ni à l'État belge. Ils appartiennent à ceux à qui ils ont été volés. Et ce que nous demandons en premier lieu, lorsque nous demandons la restitution, c'est ce droit de propriété qui soit clairement établi par écrit que ces pièces appartiennent au Congo, Rwanda, Burundi et d'autres pays. Après, nous demandons 3 formes, il y a 3 choses dont nous demandons la restitution. Évidemment, les pièces que certains appellent les objets d'art sont beaucoup plus visibles et médiatiquement diffusables, donc on a beaucoup insisté là-dessus. Mais il y a les cartes des sous-sols congolais, il y a certaines cartes qui sont pas, on n'a pas la copie au Congo. Donc moi je me demande si en Belgique on a vu sur quelques années sur ce qu'il y a dans le sous-sol congolais par exemple, et qu'au Congo même on ne sache pas.
Donc ça, c'est un peu, c'est des choses qu'on doit éclaircir et creuser. Il y a certaines cartes qui doivent être restituées. Et puis on demande aussi évidemment la restitution des restes humains qui soient détenus dans des musées ou bien dans des espaces universitaires, pardon. Voilà. Merci. J'ai aussi vu que question est arrivée. Donc peut-être je vais vous demander la même question, parce que vous travaillez sur la question d'un point de vue complètement différent, ou une question différente, donc je pense que ce serait intéressant pour aussi donner un point de vue sur la situation pour vous. Merci beaucoup et infiniment désolé pour mon retard. Je vais essayer de peut-être pas me répéter, il y a sûrement des choses que je vais dire qui ont déjà été dites. Mais du coup, en fait, c'est pas si différent que ça, finalement, la lutte qu'on mène avec l'État Congo, même si historiquement on s'inscrit dans un mouvement de solidarité internationale, mais en étant un mouvement de solidarité internationale anti-impérialiste qui est actif en Belgique, forcément, c'est inéluctable que d'aborder la question du passé colonial, parce qu'on sait que la situation actuelle que peut vivre le Congo sous plein d'aspects a beaucoup à voir avec les relations passées avec le pays qui occupait le Congo. Et donc, dans ce cadre-là, je vais essayer d'aller pas trop vite, sorry. Donc les relations avec le Congo ne peuvent pas être pensées depuis la Belgique, doivent être pensées depuis la Belgique aussi sous le prisme du passé colonial. Et donc dans ce cadre-là, la question de la restitution, c'est une bataille culturelle, une bataille d'une autre forme de citoyenneté qui doit être renégociée ici en Belgique en discutant qu'est-ce que c'est être belge au final au regard de ce passé-là, étant donné que la Belgique est composée d'anciens colonisés comme d'anciens colonisateurs, mais aussi de leurs descendants, et donc c'est une manière de renégocier, une manière de vivre ensemble ici, mais aussi d'autre part, c'est aussi une question de savoir comment est-ce que la Belgique aujourd'hui, dans sa politique internationale, dans ses manières de concevoir ses rapports avec l'Afrique, et spécifiquement avec le Congo, comment est-ce qu'elle essaie de renégocier une autre position qui ne soit pas celle d'une position impérialiste, où on sait qu'aujourd'hui, à travers l'Union européenne, la Belgique joue le rôle d'avant-garde. À chaque fois qu'à l'Union européenne, on doit discuter de quelle politique adopter par rapport au Congo, par rapport à l'Afrique centrale, la Belgique est souvent en première ligne pour défendre une ligne qui serait celle de défendre les intérêts économiques de l'Union européenne et des entreprises européennes au Congo. Donc, avoir le débat sur les restitutions, ça a aussi du sens, seulement si on l'inscrit dans les rapports de force qui sont encore actifs aujourd'hui. Et en tout cas, depuis le point de vue d'Intal Congo, c'est un axe qui me semble très fondamental. Et plus spécifiquement sur la question des restitutions, je pense aussi qu'il est fondamental de donner à l'État congolais un rôle plus important dans les termes du débat, comme interlocuteur légitime. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs points de vue sur la question de à qui restituer les biens qui ont été volés pendant l'époque coloniale, mais il est fondamental de reconnaître l'État congolais comme interlocuteur parce que tout l'enjeu de l'indépendance et de la reconstruction d'une identité nationale congolaise passe par le fait de faire des restitutions dans un cadre qui soit officiel entre deux États. Donc, dans ce sens-là, on espère participer à ce débat-là ici en Belgique. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et encore désolé pour mon temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir sur ce que Christian a dit? Oui, de manière générale, de toute façon, en ce qui concerne l'Afrique centrale, comme il l'appelle, la Belgique s'érige souvent en spécialiste. Hein. Donc, moi, je suis devenue spécialiste des Belges, en fait, et de la Belgique, puisqu'il y a des spécialistes de l'Afrique centrale, mais moi, je suis spécialiste des Belges. Et donc, cette place prédominante que joue la Belgique sur la scène internationale, elle le gagne aussi, et oui, par ailleurs aussi par le Congo, que ce soit par rapport au musée Tervuren, que ce soit par rapport aux diamants. Il n'y a pas de diamants dans le sol belge, mais Anvers c'est la capitale belge et européenne et mondiale du diamant. Donc c'est un peu spécial. Par la BD, on est aussi Bruxelles, capitale mondiale de la BD, de la bande dessinée
c'est aussi un prestige, etc. Il y a plein d'exemples, il y a le chocolat, il y a plein d'exemples comme ça qui font que la Belgique a gagné une stature internationale et un ascendant, et sa parole a une valeur aujourd'hui sur le plan autant de la culture européenne, mais aussi autant politique, sur les décisions qui se prennent sur l'Afrique centrale, parce qu'elle a eu le Congo. Et donc c'est absolument hypocrite aujourd'hui de dire, comme on dit souvent aux diaspora, vous n'avez pas votre mot à dire. Je dis ça parce que moi on m'a dit, vous êtes de la diaspora, on ne veut pas discuter avec vous, nous on veut discuter avec les vrais Africains. Donc à un moment donné, il faut reconnaître que ces vrais Africains bougent et qu'ils ont tout à fait le droit de faire reconnaître et de faire valoir justement leurs droits. À la lumière de ce que tu dis, je voudrais insister sur le fait que justement tous ces objets qui sont là, il y a la question de les restituer, mais aussi la question de cette histoire qu'ils doivent nous raconter. Ils sont très instructifs. Tu parlais de diamants. Je prépare un prochain papier sur un autre objet qui nous mène quelque part à une société qui a exploité les diamants, etc. Donc, voilà, donc chaque objet cache une page d'histoire qui est très intéressante, que l'on ne connaît pas, enfin que peu de gens connaissent, mais que certaines personnes connaissent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu... moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, je suis aussi un généraliste. Je ne suis pas un scientifique, je suis un journaliste. Et donc, comment dire, il y a quelque chose qui m'a un peu choqué dans tout ce travail sur ces objets, c'est de constater que le savoir, en fait, il existe. Le savoir existe. Il y a un certain nombre de personnes qui savent tout ce que j'écris est déjà su par un certain nombre de personnes. Il y a des ouvrages scientifiques qui existent, mais qui sont parfois... Le prochain papier que j'ai fait, par exemple, il n'y a pas un ouvrage scientifique en français. Il faut acheter sur Internet les ouvrages et pouvoir les lire en anglais. Donc déjà, il y a un problème d'accès à l'information. Il y a des exemples d'ailleurs presque caricaturaux. Hein. Il y a par exemple Boris Wastiou qui m'a raconté une histoire, qui est un ancien conservateur du musée de Tervuren, qui a organisé en 2005, c'est lui qui m'a raconté cette histoire, une conférence sur la violence dans la collecte des objets. Alors cette conférence, quand il a voulu l'organiser, il n'a trouvé personne au sein du musée pour la soutenir. Les historiens du musée n'ont pas voulu collaborer à cette conférence, et finalement il l'a organisé avec l'association des africanistes. Et dans cette conférence de 2005, moi j'ai fait mon papier sur Storms, les crânes, les statues du Singa en 2018. Mais en 2005, dans cette conférence, on a déjà parlé de tout ça. De ces sujets-là. Et donc, là, quand j'ai appris cette histoire, ça fait tilt, parce que quand j'ai fait mes recherches dans les archives au musée de Tervuren, j'ai rencontré notamment une dame qui m'a dit « Encore Storms ?» Mais Storms, personne ne le connaît dans l'opinion, ou ne le connaissait. Mais un certain nombre de spécialistes connaissaient. Et donc, pour cette conférence en 2005, il y avait une conférence de presse, les actes n'ont pas été publiés. Et ce qui est fascinant, c'est que Boris Wastiou a fait un long texte qui racontait l'histoire problématique, il dit l'histoire difficile d'un certain nombre d'objets. Sujet compliqué, plus à l'époque qu'aujourd'hui. Eh bien, ce texte-là, entre 2005 et 2009, il a circulé, et c'est un témoignage direct de quelqu'un qui travaille au musée de Tervuren, entre quelques personnes à Tervuren. Voilà. Un savoir partagé entre spécialistes. Et alors l'histoire de ce texte est intéressante parce que, en fait, Boris Wastiou l'a réutilisé en janvier 2009. Mais attention, pas dans une conférence en Belgique, dans une conférence à New York. Je vous assure qu'il n'y a pas de journaliste belge là-bas, devant l'American Historical Association. Là, le texte n'a pas encore été publié, et finalement, il a fallu 12 ans
pour que ce texte qui raconte ces histoires difficiles d'objets, de collecte d'objets de terre soit publié. Donc il a fallu attendre 12 ans, il a été publié en octobre 2017. Et si vous voulez le trouver, c'est vraiment pas facile du tout. C'est perdu dans un ouvrage collectif de Oxford Handbook of Public History. Il faut vraiment avoir le tuyau donné par Maurice Wastiaud lui-même pour le trouver, le texte. Donc voilà comment circule ou ne circule pas le savoir. Et je peux dire que sur tous les objets à propos desquels j'ai écrit, et notamment celui-ci, qui est, dont on fait grand cas depuis si longtemps à Tervuren, il y a un savoir qui existait aussi. Par exemple, celui-ci, il y a eu un ouvrage qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Rick Seisels, et qui est tellement complexe à lire qu'il faut être très courageux, quoi. C'est un ouvrage écrit pour des spécialistes à diffusion restreinte et qui jamais ne touchera le grand public. Mais c'est tellement jamais, et je vais vous dire encore une autre anecdote, c'est qu'on m'a raconté qu'après l'article sur le masque ici, il y a eu une réunion à Tervuren qui a été faite après pour déjà programmer quelque chose qui n'était pas prévu. C'est une prochaine exposition sur les objets volés. Donc c'est une réponse. C'est une réponse compliquée, je pense, pour Tervuren, parce que bon, comment faire une exposition, comment attirer des gens pour dire venez voir tout ce qu'on a volé, et il y a quelque chose de complexe. Et donc, mais lors de cette réunion, et ça c'est quand même je dirais le clou comment dire, la conclusion de cette anecdote, même le directeur du musée a dit qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que ça avait été volé. Et donc voilà, et pourtant il y a un livre qui a été édité par le musée de Tervuren, le livre dont je vous parlais tout à l'heure, il a été édité il y a quelques années à diffusion restreinte. Et ça n'a été lu par personne parce que c'était invisible. Mais l'histoire, elle existait. Et donc moi je ferai un appel ici à ces professeurs d'université, ces scientifiques qui travaillent au musée de Tervuren et ailleurs, et tous ces africanistes qui connaissent bien mieux que moi tout cela, c'est de mieux partager leur savoir, de le faire aller vers la société plutôt que de le partager entre eux. Moi j'ai envie de rebondir un petit peu sur cette question de l'effacement de l'histoire, parce que c'est un thème qu'on aborde aussi quand on parle de la décolonisation des savoirs, de la décolonisation des mentalités. Il faut aussi pouvoir questionner en fait la transmission du savoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne connaît absolument rien sur l'histoire coloniale? On peut prendre des jeunes, enfin moi ça m'arrive encore régulièrement parfois de parler avec des jeunes dans le train, de personnes qui sont en 3e année de bachelier, en 1re année de master, et qui ne connaissent absolument rien sur l'histoire coloniale du pays. Dans le cadre de massacres, et on a en face des gens qui nous disent « ceci appartient à la Belgique ». Sur le plan éthique et moral, il y a des choses à dire, mais sur le plan juridique, il y a aussi des choses à dire. Donc nous, on est en face de plein d'interlocuteurs, des artistes, des politiques, des historiens, des gens du musée ou des musées, il y a plusieurs professions dedans. On est aussi en interaction avec des familles du Congo qui réclament des pièces en particulier, je prends le Congo comme exemple, qui réclament des pièces en particulier, qui ont une mémoire très claire de ce que c'est. Moi j'ai eu une chef traditionnelle qui me parlait d'un crâne en particulier qu'elle devait absolument récupérer parce qu'elle devait faire des cérémonies de passation qu'elle ne pouvait pas faire et qu'elle nous expliquait que spirituellement sa région, son village était bloqué, sa ville était bloquée et on n'est pas obligé de tout comprendre avant d'accepter la restitution. On n'est pas obligé de croire en une certaine spiritualité avant d'accepter la restitution. C'est ce que je dis souvent aux racistes en fait. Je n'attends pas de vous que vous compreniez
j'ai pas le temps que vous compreniez. J'attends pas que vous m'aimiez, j'ai pas le temps de ça. J'attends que vous me respectiez. Et le respect, c'est une question de justice. On est en contact aussi avec des familles de ce côté-ci, des familles de Belges, des jeunes gens entre 20 et 40 ans qui disent moi, dans le grenier familial, il y a plein d'objets qu'on a eu du Burundi, qu'on a eu du Rwanda, le grenier ou la cave on est rempli, c'est en train de pourrir, on vous a suivi à la télé, nous on veut restituer parce qu'on se sent mal maintenant par rapport à ça. Il y en a même un qui m'a raconté les cauchemars horribles qu'il faisait la nuit parce qu'il a fait le lien entre les histoires que lui racontait son grand-père et les pièces qu'il sait être dans leur grenier. Et donc il s'est dit, ben voilà, on les a acquis par massacre, et il est tourmenté, il veut les rendre. Je lui ai dit, très bien, on va organiser ça ensemble, mais d'abord il faudrait que vous parliez à votre grand-père. Celui-là lui a dit, moi vivant, jamais, faites ce que vous voulez après que je sois mort. C'est une réponse absolument illégitime, parce que ce monsieur nous refuse en fait le droit de le confronter, le droit à la justice. Il nous refuse la réparation de notre ADN. Et je pense qu'on peut sortir beaucoup d'arguments, mais il ne faut pas oublier aussi des arguments humains, parce que peu importe ce qu'on a essayé de nous et de vous faire croire, les Noirs, c'est aussi des humains. Ok, merci Mireille. Oui, mais je vois que le temps est très limité. Donc on peut, oui. Juste un micro commentaire, peut-être que ça a été fait avant au début, mais je voulais en fait souligner et en fait célébrer notre présence ici, parce que je pense que le fait qu'on ait depuis maintenant moins de 10 ans une ébullition de différents collectifs décoloniaux qui posent la question de l'antiracisme d'un point de vue politique, qui posent la question du passé colonial, c'est malgré les résistances, ou en fait à cause de résistances qui sont le signe en réalité d'une victoire politique qui est en train d'avoir lieu, on devrait tous célébrer ça en fait, parce que ça nous permet d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire dans les années qui viennent. Et en fait, en tant que Noirs en Belgique, c'est aussi affirmer une nouvelle existence politique. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, on ne peut plus poser la question dans les mêmes termes. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être célébré en tant que tel. Et notre présence ici aussi, je pense, est un témoignage de cette réalité culturelle et politique et d'une forme d'autonomie, de prise de parole sur ces sujets-là qui auparavant étaient accaparés par d'autres formes d'organisation politique. Du coup, voilà, je voulais faire ce petit mot de célébration de ce qui est en train de se dérouler maintenant. Merci. Merci. Je pense qu'on peut ouvrir le public pour les questions. Il y a quelqu'un qui va courir avec le micro? À courir. J'aimerais vous demander de le faire très brièvement parce qu'on n'a pas plus le temps. Merci pour ce panel enthousiasmant et très engagé. Je voudrais remercier tous les acteurs pour leur participation à cette quête de justice que constitue la restitution. Je m'appelle Patrick Moudekereza, je viens de Lubumbashi au Congo. Et nous avions organisé l'année dernière une rencontre entre des spécialistes congolais et des personnalités de la diaspora. Je pense que certains parmi vous avaient reçu des invitations aux Beaux-Arts. Ma question c'est où est-ce que nous qui sommes au Congo et la diaspora congolaise, où est-ce que nous nous rencontrons? Et quelles sont les initiatives qui se font pour que cet espace public soit entretenu? Où sont ces forums-là? Comment est-ce qu'on les entretient? Pour moi, c'est extrêmement important parce que je pense que nous sommes une coalition qui gagne à travailler ensemble. J'ai eu des emails, notamment de Michel Bouffiot, sur certains sujets et on a échangé là-dessus. Alors, je vais revenir sur la question de la coopération parce que je crois que j'étais profondément pas d'accord avec Agnès Thomas fraternellement. Je pense que la coopération, c'est un mot
que peut-être on devrait arrêter d'utiliser. Alors, le président, quand il parlait de groupe, il parlait en fait de vol. Il y a d'ailleurs des choses. On va peut-être arrêter d'utiliser ce mot. Et je pense aussi que Placide n'a pas parlé de coopération. Placide a parlé d'éthique relationnelle, ce qui est un tout autre mot. Et je pense que l'éthique relationnelle dans le débat sur la restitution est un élément extrêmement important. Et ce n'est pas un élément à connotation coloniale, entre guillemets. Le mot éthique relationnelle ne vient pas de Placide, ça vient de Felwine Sarr dans le rapport qu'il a fait avec Bénédicte Savoy. Et donc, l'éthique relationnelle, cette notion d'éthique relationnelle, c'est l'argument sur lequel s'appuie tout ce qui se passe pour la restitution. Donc, il est important de ne pas isoler les personnes, de ne pas de mettre des labels sur les personnes et permettre à cette coalition d'opérer de manière réelle. Et donc, je pense que nous avons, nous qui sommes au Congo, et c'est une invitation, la volonté de connaître ce qui se passe ici. Parce qu'on est parfois un peu perdu. Quand on arrive ici, on ne comprend pas les codes. On ne comprend pas, pas seulement le langage juridique, hein, n'en parlons pas, mais ne serait-ce que les langages. Moi, je suis professionnel de la culture, parfois c'est compliqué. Donc, je vais y aller rapidement. Donc, on a besoin de connaître, dans le sens de naître ensemble, naître avec vous qui êtes de la diaspora, parce qu'on a besoin de nous reconnecter avec vous. Mais on a aussi besoin de faire circuler les savoirs. On a besoin que ce que vous savez de votre lutte, qui, même si on peut parler des communautés africaines d'ici, ce n'est pas votre lutte à vous tout seul, c'est aussi la nôtre. Parce que nos enfants, moi, mon fils, il a un passeport belge, donc il fait partie de votre communauté, même si moi, je ne vis pas ici. Donc c'est important qu'on se connaisse, c'est important qu'on naisse ensemble. Et pour terminer, je pense qu'il faut, quelle que soit la manière dont le divorce est consommé avec Tervuren, il ne faut pas dire que l'avenir de Tervuren ne vous concerne pas. Parce qu'il ne peut y avoir de restitution que si l'avenir de ces collections et donc l'avenir de ces musées est un espace que nous essayons d'influencer. Et donc, peut-être qu'il y a des débats, peut-être qu'il y a des espaces, il y a des forums sur lesquels vous ne participerez plus, mais c'est peut-être là-dedans que dans une coalition on se passe le relais et que des personnes comme Placide qui veulent s'asseoir à côté de Bambi peuvent encore continuer cette collaboration. Donc c'est extrêmement important que ce passage de relais s'opère pour que nous puissions arriver à faire quelque chose. À qui profitent des positions où les spécialistes des musées européens commencent à avoir peur? C'est ça, parce que j'ai le sentiment qu'à un certain moment, certaines positions braquent la partie inverse. Et à qui ça profite? Quand j'entends aujourd'hui notre président dire qu'on doit remercier les Belges pour avoir conservé notre patrimoine, je me demande à qui est-ce qu'il répond? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de soulager qui? Mais je me rends compte qu'à un certain moment, quand le débat devient très virulent et que les gens sont très lésés, que les lobbies du marché de l'art soi-disant primitif se sentent en insécurité, presque en insécurité comme dans les places boursières, il y a des gens qui se sentent obligés, quel que soit leur pouvoir et leur responsabilité et leur mandat électoral, de vouloir rassurer les gens. Et donc, il faut, par moment aussi, quand le débat devient très extrême, passer le relais pour que ça continue. Merci. C'est mes commentaires. Vous voulez réagir très brièvement? Excusez-moi, merci. Non, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, il faut créer des dialogues entre les personnes de la diaspora et les personnes qui sont au pays. Et c'est justement à partir du moment où on sera vraiment unis et on pourra dire « Ah oui, vous voulez parler avec des vrais Congolais de là-bas, avec qui par exemple un tel, oui je sais exactement ce qu'il pense, j'ai eu des téléphone hier », c'est à partir de ce moment-là que vraiment on va donner une vraie force. On essaye déjà de travailler comme ça, il y a des initiatives dont peut-être Mireille voudra parler aujourd'hui ou plus tard, mais en tout cas il faut qu'on se mette en contact parce que je pense que c'est important, c'est capital. Là où je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est sur l'idée qu'on serait extrême, radicaux ou pas du tout. Ce qui est extrême et radical, c'est la violence du système, la violence du racisme structurel dans nos vies.
dès la naissance et jusqu'à la fin. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est extrême ou radical. Vraiment, je ne suis pas spécialement d'accord avec ces termes-là. Mais oui, effectivement, asseyons-nous autour de la table et ayons des dialogues entre nous pour mettre des stratégies en place pour parvenir à nos objectifs communs. Et je pense que c'est la meilleure manière d'y arriver. Brièvement, c'est ça l'idée. Mais... Oui, je ne suis pas dans la tête du président et je n'ai pas envie d'y être, mais je pense vraiment que peut-être a-t-il, parce qu'il fait partie, il provient de la diaspora, et peut-être qu'il a compris quelque chose de la psychologie belge. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les débats français où les gens se clashent à longueur d'émission et qui reviennent à parler ensemble. En Belgique, c'est plus rare. Parce qu'on n'atteint pas le point de non-retour en Belgique. Tu ne peux pas faire perdre la face à quelqu'un et après revenir lui parler de quelque chose. J'en sais quelque chose sur les débats sur Zwarte Piet et Père Fouettard. C'est juste que si tu confrontes trop le Belge sur un sujet, il te met sur une liste rouge, noire, enfin, mettez la couleur que vous désirez. Donc il y a cet élément psychologique-là dont il faut tenir compte, c'est que, voilà, il a beau avoir colonisé, le Belge est vite insécurisé par la contradiction, et surtout si cette contradiction vient de quelqu'un comme nous, comme moi. Juste un point rapidement sur la connexion entre nous. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de la rupture que constitue la migration. Il y a des gens qui ont été complètement déconnectés des pays d'origine. Moi, j'ai mis 6 ans à apprendre le lingala, donc c'est quand même pratique pour fluidifier les relations, même si le français est une langue très parlée au Congo. Mais il y a aussi des codes culturels que l'on n'a pas par rapport aux Congolais du Congo ou aux Rwandais du Rwanda. Il y a aussi des choses qui se passent dans ce sens-là. Et donc, effectivement, on est sur des projets de connexion, donc il y a déjà des voyages qui ont été entrepris, etc., sur le combat sur la restitution, mais sur d'autres combats à venir aussi. C'était assez bref? Oui, c'était assez bref. Merci. Ok, une phrase pour Michel. Ce que je voulais dire, c'est que, pour rebondir sur ce que tu disais il y a un instant, c'est que en effet, il ne faut pas brûler terre dure, c'est pas ça l'idée non plus. Je pense qu'il y a 2 questions. Il y a la question des objets qu'il faut restituer ou pas, qu'il faut restituer, je pense, pour des objets volés, certainement. Enfin, il y a ce débat-là. Mais terre dure, pour moi aussi, ça signifie aussi un lieu où il y a beaucoup de savoir. Il y a des scientifiques qui connaissent des tas de choses, qui peuvent apporter des tas de choses à notre société dont le travail doit être soutenu. Et c'est des gens, de ce point de vue-là, qu'il faut soutenir, surtout quand ils sont confrontés à un monde politique que l'on connaît actuellement en Belgique et qui n'est peut-être pas très soutenant. Et donc je pense qu'il y a aussi des archives, là, il y a un savoir énorme qu'il faut préserver comme quelque chose de très important, parce que on ne peut pas, je pense que la Belgique ne peut pas, comment dire, faire l'impasse sur son histoire coloniale, et donc il ne faut pas mélanger, à mon avis, les 2 débats et préserver au moins terre dure par rapport à ce fait qu'il est un lieu de savoir. Merci. Et puis, Christian, aussi, tout petit mot. Oui, je vais aller très rapidement. Je trouve aussi, en fait, comme je le disais tout à l'heure, je trouve ça vraiment regrettable, cette phrase du président qui disait merci à la Belgique d'avoir préservé le patrimoine congolais. Mais au-delà de cette phrase malheureuse, je trouve ça positif, la demande qu'il a faite. Après, il faudra voir comment ça va se formaliser. Et ça fait écho à ce que je disais au début, en fait, l'État congolais comme interlocuteur légitime, c'était certainement pas comme dans la stratégie qui est utilisée parfois par Tervuren pour essayer de délégitimer les actions des diasporas ici en faisant une espèce de dualité entre les vrais Congolais et les faux Congolais. Je vais certainement pas jouer ce jeu-là, je trouve ça totalement dégueulasse, et surtout, je trouve que quand je réclame la légitimité de l'État congolais comme interlocuteur, c'est dans l'histoire longue d'une conquête d'une indépendance qui a été acquise, et que si on veut continuer à reconnaître cette légitimité-là qui est questionnée en permanence
dans les rapports qu'il y a entre la Belgique et le Congo, où à chaque fois on met des sanctions, on décide qui devrait être élu, qui ne devrait pas être élu, qui devrait faire ceci, qui ne veut pas faire cela. Dans ce cadre de ce débat des restitutions, on devrait aussi reconnaître l'État congolais comme étant un interlocuteur légitime. Et donc je trouve qu'on est dans la bonne marche de l'histoire avec cette déclaration du président, et j'espère que ça ira encore plus loin dans les années qui viennent. Et ce sera toujours évidemment en collaboration avec les diasporas. Et du coup, je suis très content de votre présence et de ce que vous avez fait la dernière fois au Beaux-Arts avec les conservateurs congolais. Voilà, j'espère que j'étais assez court. Merci. Je voulais vous remercier encore une fois pour être ici et aussi le public pour être